reviendra. Et je ne sais plus tant je t'aime, lequel de nous deux est absent. Paul Éluard. Première partie, mon frère, enfin. Chapitre 1. Le téléphone fixe sonne. Dans le salon, maman et moi, on sursaute en même temps. Dans sa hâte à décrocher le combiné, maman renverse sur le tapis crème le flacon de vernis avec lequel, comme tous les lundis après-midi, elle laque les ongles de ses mains. Elle ne le ramasse pas, et d'épaisses gouttes écarlates s'incrustent dans le poil dru et bouclé comme autant de taches de sang. Vous êtes sûr que c'est lui ? Mon frère, Philippe, Phil. Je me sens comme électrocutée. De haut en bas, des électrons ont contaminé ma circulation sanguine et des pinces crocos ont poussé au bout de mes doigts, reliés à des fils de cuivre dans des gaines en plastique bleu. Je ne perçois pas la douleur tout de suite. Je n'ai même pas le temps de songer que mon cœur ne tiendra pas ou de penser, au contraire, qu'il est drôlement résistant, de bois ou de pierre, pour ne pas sauter sous le choc, l'assaut des émotions. Je fixe le profil parfait de maman, le bronze de sa peau, les bandeaux de ses cheveux lisses et noirs, l'arrondi de sa boucle carmin. Je ne me rapproche pas d'elle, je ne lui demande pas de mettre le haut-parleur. Je ne sais pas qu'on lui dit dans le téléphone que Phil est dans le coma ou déjà enterré. Je l'imagine, tour à tour, prisonnier, prostitué, amnésique, violé, mutilé, déchiqueté, noyé, grand brûlé, décédé. Les images défilent à toute allure dans ma tête. J'ai peur de savoir. Depuis 6 mois, on n'attend pourtant que ça. Des nouvelles de mon frère. On a réservé le téléphone de la maison à ses appels éventuels et à ceux des enquêteurs en cas d'urgence. Maman, Ken et moi, on n'utilise plus que nos portables. Pourtant, depuis 6 mois, la ligne fixe est restée à quelques appels anodins près, invariablement silencieuse. Comment ça, on ne peut pas venir, mais... Je bloque ma respiration. Mon regard se fiche sur l'écran de télé qui diffuse une série insignifiante. Je baisse le son. Nos logos, le chat angora de Philippe se met à miauler de plus en plus fort. Il se frotte contre moi qui suis allongée sur le parquet en pitch-pin dans un coin du salon. La voix de maman déraille au bout des phrases, imperceptiblement, malgré les efforts qu'elle entreprend pour contenir son émoi. « Comment il va » murmure-t-elle. Je tremble, mon ventre se tord, vrille. « Bien, dit-elle, presque silencieusement, avant de marquer une pause qui dure plus d'1 seconde. Elle se redresse. « Vous êtes sûre, il va bien ?» Elle sourit, les lèvres à peine entr'ouvertes. Les mots qui sortent de sa bouche sont blancs, délavés, tremblants. Ils infusent en moi avec lenteur, et leur écho résonne si peu que je ne suis ni joyeuse, ni soulagée, ni légère. Je ne saute pas en l'air, je n'ouvre pas les fenêtres en grand, je ne crie pas. Il faudrait que je me pince pour y croire. Maman s'offusque tout à coup. Comment ? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je devrais encore attendre avant de voir mon fils ? Je sens mon énergie partir, je pèse des tonnes et j'ai 100 ans. Quoi ? La juge ? De quel droit ? C'est mon fils. Maman bafouille puis s'interrompt. Ses cils finissent par acquiescer. Elle est vaincue. Bien sûr que je vais venir le chercher. Quelle question ? Quelle mère ne se déplacerait pas pour son enfant ? Tout cet afflux de sang dans mes veines menace de faire éclater mon cœur. D'accord, oui, je compte sur vous. Au revoir. 6 mois qu'on attend le retour de mon frère. 6 mois qu'on espère quelque chose. Un indice, une trace, une lettre, un mail, un coup de fil. 6 mois, 184 jours et combien d'heures ? Rien ne nous a mis sur la piste. Personne. Aucun policier, aucun gendarme, aucun astrologue, aucun magnétiseur, aucun charlatan. Maman braque ses yeux clairs vers mon coin. Son regard ne semble pas m'apercevoir. Et elle ne paraît pas s'adresser à moi quand elle confirme la nouvelle. Parle simplement à voix haute, comme on pense tout haut. Philippe, mon grand garçon, et... En cet air qu'elle prend me terrorise. J'ai soudain l'impression de lire en elle, à croire que ce coup de téléphone l'a rendue transparente à mes yeux. Un bref instant, je la vois perdue, puis elle se saisit à nouveau de son portable et pianote dessus. « Qui ? C'est toi, Mehdi ?» Elle demande avec étonnement tout en poursuivant. « Phil, ils l'ont retrouvé, il est vivant, il va bien. Oui, c'est moi, Marlène. » Maman parle si vite qu'elle halète, s'essouffle, puis reprend sa respiration quasiment en simultané. « Excuse, t'es au boulot ? Je me suis trompée, je croyais appeler Ken. Oui, d'après les gendarmes, Phil va bien, je te raconterai. Maintenant, faut que j'appelle Ken. Merci. Oui, à plus tard. »
Je ne suis pas étonnée que maman ait composé le numéro de téléphone de Mehdi par inadvertance. Elle est sa meilleure amie depuis la maternelle. Ils sont inséparables. Allô Ken, ils l'ont retrouvé. Comment qui? Phil! Maman écarquille les yeux. J'ignore ce que Ken lui dit, mais elle s'énerve, s'insurge. Elle clame encore que les gendarmes ont retrouvé Philippe, qu'il va bien. Maman est au bord de la crise de nerfs, mais elle ne craque pas. Elle se reprend, retrouve une maîtrise d'elle-même. Philippe se trouve dans une petite ville du sud-ouest. Elle ne la situe pas vraiment, au bord de la mer ou plus à l'intérieur des terres. Une petite ville lointaine où il n'est pas encore possible de se rendre. Une juge doit décider de la suite des événements. Il paraît que c'est la loi. Ils nous diront dans la soirée quand on pourra y aller. Ou peut-être demain matin. Puis elle abrège la conversation. Oui, on vient te voir, Lia et moi. Oui, on arrive. À tout de suite, mon cœur. Maman pose le téléphone et flanche devant moi, ses épaules rentrées en dedans. Elle ferme les yeux quelques longues secondes. Puis elle me tend enfin son visage, celui d'un marin qui refait surface après que son bateau a chaviré et qui se demande, après avoir survécu, si le mât est foutu. De l'eyeliner et du mascara coulent sur ses joues, mais elle ne pleure pas. Il est vivant, Lia. Elle chuchote. Puis elle rit comme une gamine, sous cape, un ricanement cristallin. Il est vivant, je le savais. Je ne me lève pas, je m'assois seulement en tailleur, je reste là. Si je bouge, je tombe. Je me concentre pour garder cette immobilité. Je demande. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? D'abord, elle ne répond pas, songeuse. Puis brusquement, son visage en pâte à modeler se déforme. J'ai beau être habituée aux métamorphoses de maman, je ne m'attends pas à ce qu'elle imite un gendarme, là, maintenant. Elle raconte avec un accent du sud-ouest que l'individu mineur Philippe Röder a été interpellé ce midi par une patrouille motorisée pour le vol d'un poulet sur un marché. Le suspect se trouvait au pied de la statue d'une place de Cordeliers. Sans papier, SDF, il n'a pas voulu décliner son identité. Il a donc été amené au poste où, finalement, il a été identifié. Je bondis avec un temps de retard. Un poulet vivant? Elle acquiesce. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ce poulet? Un élevage, peut-être? On rit avec maman, un rire incongru, libérateur, complice. Je me roule par terre, je danse avec nos logos. Et on arrête les gens pour le vol d'un poulet? Faut croire, répond maman. Heureusement qu'on arrête les voleurs de poulets. Elle rit encore, et je la retrouve lumineuse et gaie. On va bientôt revoir Phil. Nos logos, tu te rends compte? Le chat plisse les yeux. Il ronronne, puis s'étire contre moi. Je l'embrasse, je le caresse. Je regarde maman. Un flot de sentiments tendres me submerge soudain. J'ai presque envie de dire à maman que je l'aime, mais je n'ose pas. Je ne sais plus le lui dire. Je l'ai pourtant tellement aimée avant. Tout à coup, j'ai l'impression que ça revient. Je ne lui en veux plus, je la supporte à nouveau et je m'étonne d'avoir pu lui reprocher quoi que ce soit. Pourtant, je l'ai vraiment détestée ces dernières semaines, en secret, au fond de mon petit cœur pourri par l'absence de Philippe. Je la rendais responsable de ce qui nous arrivait. Je voudrais à présent effacer ces sentiments sales. Philippe est ce maillon manquant qui va nous réunir tous les quatre comme avant. Maman, Ken, mon frère et moi. Toutes les deux, on continue de rire. On s'essore le ventre, on s'arrache les côtes. On n'est pourtant pas encore dans la joie, on se soulage seulement. On voudrait expulser tout ce qui nous bouffe depuis des mois. Le rire cesse. J'ai le vertige. Maman continue de me regarder en souriant. Je me lève et m'approche d'elle. Elle passe la paume de sa main sur mon front, puis m'entoure les épaules. Ma puce. Je me sens poupée de chiffon, anéantie soudain. Je devrais pourtant être la plus heureuse des sœurs, la plus joyeuse des filles. Maman saisit ma tête dans ses mains et me regarde droit dans les yeux. Elle me jure qu'on a eu raison d'y croire et de se battre. Toi et moi, on est pareilles, des battantes, ma puce. Je ne pensais pas que la vie était un combat, avant, mais douce comme dans un écrin de soie, avant. Quand Philippe n'avait pas encore quitté la maison. Avant ce vendredi de novembre, ce vendredi 17 novembre. Tant de jours ont passé. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai. Je vais bientôt savoir comment Philippe a passé l'hiver. Je n'imagine pas mon frère en voleur de poulet, ni en SDF dans une ville qui m'est inconnue, près d'une frontière que je n'ai jamais vue, dans le sud-ouest. Un de ces territoires inconnus, sur la route des vacances. Maman et Ken ont constamment préféré les pays lointains, plus éblouissants, bleus, jaunes, blancs, dans des paradis sécurisés. Philippe, avec son visage d'ange, sa peau crayeuse, ses yeux marines et ses cheveux trop longs dans le cou, blond et bouclé, a toujours été un prince. Garçon à la beauté têtue, absolue quand il était enfant,
Il a ensuite grandi sans métamorphose affligeante, la grâce évidente et peu commune. J'en ai pris conscience la première fois au collège. Au début, personne n'a cru qu'on était frères et sœurs, Phil et moi. Ça m'a agacé, ça m'a blessé. Mais c'est la vérité, physiquement, on est très différents. J'ai pourtant tout essayé pour lui ressembler. Pas que je sois moche, au contraire, mais j'aurais aimé que ça se voie sur notre figure, qu'on est frères et sœurs. Une fois d'ailleurs, j'ai rappliqué chez la coiffeuse avec une mèche bouclée de mon frère dans les mains pour qu'elle puisse teindre mes cheveux du même blond que celui de Phil. Mais même en blonde, personne n'avait pu me trouver un air de famille avec lui. À cette époque aussi, je me suis dessiné un grain de beauté, le même que lui, en dessous de l'œil gauche. J'aurais aimé être autrement, que les gens s'émerveillent de nos ressemblances, princes et princesses. Philippe, mes efforts pour lui ressembler ne le gênaient pas, ne l'offusquaient pas, ne l'intéressaient pas. Il semblait ne rien remarquer. Sa beauté même paraissait le laisser indifférent, comme s'il était insensible à lui-même, à ce qu'il était à l'extérieur en tout cas. À mes yeux, il était un rêveur. J'aurais donné n'importe quoi pour entrer dans sa tête. À quoi tu penses? À rien, et toi? Pourquoi tu ne me dis jamais à quoi tu penses? Parce que je ne pense à rien. C'est impossible. Je n'ai jamais pu accéder à son univers. Il a toujours cadenassé pour moi. Longtemps j'ai voulu lui plaire en espérant qu'il cède. Je me sentais refoulée, exclue de ce monde. Une sensation diffuse. Je n'en avais pas conscience en ce temps-là et je n'en souffrais pas non plus. Quelque chose nous liait quand il allait au-delà des mots et qui dépassait tout ce qu'on aurait pu se dire. Avant que Phil ne se volatilise, j'étais la sœur du plus beau garçon du collège. Depuis que Philippe n'est plus là, je suis la sœur du type qui a disparu. Je me demande s'il a pu changer au point de pouvoir voler un poulet sur un marché et si les gendarmes ont pu se tromper. La personne qu'ils ont arrêtée est peut-être quelqu'un d'autre. J'imagine mal Phil dormir dans la rue. J'ai des images qui me viennent de la télé, les peaux rouges et rongées des SDF, les cheveux raides de crasse, les taches sur les pantalons, les anoraks craqués, les corps transis enroulés dans les sacs de couchage élimés, les bouts de trottoir d'une saleté encombrante et le macadam raide à s'en fracasser le crâne. Nous vivons si loin de cette réalité-là, dans un pavillon aux faux airs d'hôtel particulier, la façade sablée, la rampe d'escalier en fer forgé, des cheminées dans chaque chambre, les parquets silencieux, les tapis moelleux et le carrelage ciré. Maman dit que nous sommes des privilégiés, qu'elle nous a toujours donné tout ce que nous souhaitions avoir et que nous n'avons jamais manqué de rien. Même si je commence à comprendre ce qu'elle veut dire, elle m'agace quand elle parle comme ça, car nous ne sommes pas riches non plus. Nos logos sautent de côté. Je craque. Je me sens molle et lourde, étrangement souillée aussi, poisseuse. Mes larmes tachent ma peau. Tu crois que Phil a envie de nous revoir? Maman serre les lèvres, qu'elle a si minces et si joliment dessinées. Elle baisse les paupières. Elle doit avoir aperçu le flacon du vernis à ongles renversé sur la moquette blanche, car elle s'écrie soudain. Avec quoi je vais pouvoir nettoyer ces taches? Le dissolvant ne suffira pas.